comment a-t-on pu commercialiser un médicament qui a causé la mort de centaines de Français et coûté plus d'1,2 milliard d'euros à la collectivité? C'est la question à laquelle va tenter de répondre la mission du Sénat sur le Mediator. Première audition au Palais du Luxembourg, alors que le scandale du Mediator fait encore la une des médias. Marie-Thérèse Hermange est la rapporteure. La sénatrice UMP de Paris avait déjà décortiqué le système du médicament. Il s'agissait de l'affaire du Vioxx anti-inflammatoire retiré précipitamment en 2006 du marché. Pour l'assister dans sa tâche, François Autain, le monsieur médicament du Sénat, il préside la mission. Notre mission est composée de 24 membres qui représentent l'ensemble du Sénat, la proportionnelle des groupes. Et nous avons la chance de disposer d'un excellent rapport de l'IGAS qui va grandement nous faciliter la tâche. Un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales a mis le feu aux poudres en janvier 2011 et révélé des dysfonctionnements majeurs dans notre système sanitaire. Durant 33 ans, le Mediator, commercialisé par le laboratoire Servier, aura été l'un des médicaments les plus vendus en France, officiellement comme antidiabétique, remboursé au taux maximal par l'assurance maladie. Face aux sénateurs, les conclusions d'Aquilino Morel, qui a piloté l'enquête de l'IGAS, sont sans appel. Je crois d'ailleurs que c'était le sentiment partagé par tous les observateurs que si la responsabilité du laboratoire Servier apparaît selon les termes mêmes du ministre, je le cite, première et directe, je ne crois pas que l'on puisse dire que quiconque, et je pense en particulier aux autorités sanitaires qui ont géré le dossier pendant 35 ans, puisse se sentir dédouané de ses responsabilités. Mais les sénateurs souhaitent entendre des responsables de chez Servier. Ce jour-là, c'est donc Pierre Schiavi, un cadre du laboratoire, qui ouvre le bal. Pourquoi, en 1997, après avoir brusquement retiré du marché l'isoméride et pas le Mediator? Écoutez, vous posez beaucoup de questions auxquelles malheureusement je n'ai pas ni compétence pour y répondre. Pas de réponse, ce qui laisse François Autain perplexe. Mais non, on devrait contrôler la personne compétente. Mais j'ai l'impression qu'Yvon Souffle a envoyé la balle en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Non. Pour la suite, c'est alors Madame Communication de chez Servier qui reprend la main. Le système Servier, c'est la rigueur, la science, l'exactitude. Le discours de Servier était très stéréotypé. Quand on en avait entendu une, on les avait toutes entendues, on les avait toutes auditionnées. Donc il nous est apparu très rapidement que ce n'était pas nécessaire d'auditionner les personnes que nous avions prévues initialement. Je crois qu'il vaut mieux... Très rapidement, ce sont les autorités sanitaires qui concentrent toute l'attention des sénateurs, comme ici, face à l'ancien directeur de la santé, Jean-François Girard. Monsieur le professeur, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait des morts, et vous avez pris l'exemple de l'amiante, que je connais bien aussi, il fallait des morts pour qu'on prenne conscience du danger d'un médicament. Vous l'avez dit. Alors je trouve que c'est terrible. Ça met en cause vraiment tout le dispositif sanitaire de vigilance qui est en place. C'est très grave. Ça le met en cause. Autrement dit, et vous l'avez dit aussi, j'imagine que l'agressivité des fabricants est supérieure au dispositif public. Vous avez aussi parlé de ça. Donc, il me paraît, et je trouve regrettable qu'on ne l'ait pas vu avant, il me paraît indispensable, urgent, qu'on remette en cause tout ce système et tout le dispositif. Remettre en cause un système qui aurait causé la mort de 500 à 2000 personnes selon les estimations et provoqué plus de 1700 valvulopathies. Mais pour ce faire, il faut d'abord comprendre ce qui a bien pu se passer. D'audition en audition, les membres de la mission rencontrent une ignorance manifeste et inquiétante puisqu'elle émane des ministres, directeurs de la santé ou cadres de l'Agence française de sécurité sanitaire. Je n'ai jamais eu à connaître de la dangerosité éventuelle du Mediator, ni de près, ni de loin,
ni par écrit, ni par oral. Je n'ai aucun souvenir de cette période et de ces événements. Je ne dis pas tout à fait de cette période, de ces événements. Je n'ai reçu ni de l'AFSAPS, ni de la DGS, aucun avertissement ou mise en garde. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus car ce n'était pas mon département. Moi, je peux vous assurer sur l'honneur et sur ce que vous voulez que moi, ce produit, je n'avais jamais entendu parler. Donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Effectivement, pour ce qui est des suspensions qui ont eu lieu en 2003 et En Espagne, notamment, en Italie. ça c'est une information qu'évidemment je n'avais pas. Très honnêtement, je voyais passer beaucoup de notes, mais honnêtement, non, ça ne me dit rien. C'est lorsque, exerçant d'autres métiers, et l'actuel en particulier, que j'ai pris connaissance, y compris des actes que j'avais signés. J'essaie de comprendre. Et je vous assure que c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Pas facile en effet de comprendre comment toute la police du médicament a pu faire preuve d'un tel aveuglement. Autre symptôme, quand il s'agit du Mediator et de l'industrie pharmaceutique, les langues ont du mal à se délier. Au Sénat, rares sont ceux qui osent violer la loi de l'omerta. Mais il y a toujours des choses supposées et qui laissent planer des doutes. Ça, tout n'est pas dit, des fois c'est un peu gênant, voilà. Bon, alors... Quelle matinée encore. Ça vous a plu? C'était quand même une reproche finalement. Mais j'insiste bien que nous sommes dans une mission qui, à l'occasion d'un dossier Mediator, doit nous donner, à nous, législateurs, la faculté d'exercer notre mission de contrôle pour restaurer, évaluer et mettre en place de nouveaux dispositifs pour la politique du médicament. D'autres instances sont là pour faire de l'expertise judiciaire. Ce n'est pas notre mission. Ne surtout pas se substituer au tribunal, un principe cher à la rapporteure de la mission qui a du mal à l'imposer au président. François Autain est bien décidé à mener son enquête coûte que coûte. Ultime combat du sénateur avant la fin de son mandat. Alors là, écoutez, c'est lui qui a fait la note quand même. Et comme par hasard, cette note ne figure pas parmi les annexes, voyez-vous. De la même façon, je demande des documents à l'AFSAPS. Intéressants, certes, ils les ont pas. C'est curieux. Hein. Vous voyez ce document-là? Bon, je le demande à madame. Je vous rappelle par 2 fois hein, mon précédent courriel par lequel je vous demandais le rapport du Centre régional de pharmacovigilance du 10 mai 1994. Hein. Et il n'est pas dans les archives. Alors, elle a fait... Oui, il n'est pas dans les archives. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est Sherlock Holmes. Hein. Là, c'est du... Et comme par hasard, c'est celui où on parle encore du Mediator. Si le sénateur pousse ses investigations aujourd'hui, dès 1997, la revue médicale Prescrire dévoilait la fausse identité du Mediator. Mediator, c'est le nom en France, il y avait d'autres noms de marques, mais dans tous les pays, son vrai nom, c'est Benfluorex. Et sans entrer dans les détails, on entend bien que ça se termine par Orex. Et Orex, dans le système DCI de l'OMS, ça signifie que c'est un médicament anorexigène qui provoque l'anorexie, c'est-à-dire qui coupe la faim, qui diminue l'appétit. Et effectivement, c'est très clair, depuis le début, depuis la fin des années 60, début des années 70, ce médicament est un coupe-faim. Ce serait donc le mensonge originel du laboratoire Servier, gommer la propriété anorexigène du Mediator pour le vendre dans le cadre du traitement contre le diabète. Sauf que c'est un coupe-faim et que le médicament, dans un tiers des cas, a été prescrit comme tel, essentiellement à des femmes désireuses de perdre quelques kilos. Résultat, des effets indésirables extrêmement dangereux, valvulopathie et hypertension artérielle pouvant engendrer des problèmes cardiaques ou pire, la mort. Le scénario rappelle celui de l'isoméride, coupe-faim retiré en 1997 en raison de sa toxicité. Curieusement, les similitudes n'ont jamais suscité la méfiance de la police du médicament.
Les laboratoires Servier ont fait si bien en sorte de présenter le produit comme différent de l'isoméride et des autres anaroxygènes. Eh bien, l'ensemble de la communauté scientifique n'a pas considéré suffisamment le fait que le produit était proche, donc susceptible de donner les mêmes complications. Donc on était sur cette position, c'est-à-dire qu'on n'avait pas peur du Mediator comme on a eu peur de l'isoméride. Comment se fait-il, c'est la question de fond, je crois, qui se pose, que pendant 3 décennies, je dis bien, cette thèse aura été reproduite fidèlement par une administration incapable de raisonner par ses propres moyens. Je pense qu'il s'agit là d'une question, je crois, de fond, à laquelle vous n'êtes peut-être pas en mesure de répondre, mais qui est malgré tout inquiétante. Plusieurs autorités ou pôles décisionnaires coexistent dans le circuit du médicament. En premier lieu, l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Sa commission d'AMM décide de l'autorisation de mise sur le marché. Sa commission de pharmacovigilance surveille les effets indésirables. L'EMA, l'Agence européenne du médicament, peut se suppléer à l'AFSAPS pour certains produits. Le remboursement ou non du médicament est examiné et tranché par la Commission de la transparence, qui fait partie d'une autre agence, la HAS, la Haute Autorité de Santé. À cela s'ajoutent d'autres intervenants potentiels ou simples observateurs, la direction de la santé, le comité économique des produits de santé qui dépendent du ministère ou encore l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. La puissance publique est fragmentée et ne dispose pas d'une vision globale. Le seul qui a une vision globale de son produit, c'est l'industriel. Donc évidemment, quand on fragmente un système comme celui-là, on crée des difficultés de circulation de l'information qui fait que chacun à son niveau peut avoir le sentiment de faire correctement son travail, mais comme personne ne regarde globalement l'outil médicament comme outil de santé publique, il y a une perte terrible d'informations. Lorsqu'en 1998 on a créé l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ce qu'on appelle l'AFSAPS, c'était pour séparer cette agence du pouvoir politique. Mais à cette époque, on avait sans doute oublié qu'elle était sous la dépendance de l'industrie pharmaceutique. Alors on l'a séparée du pouvoir politique, mais on l'a mis dans les bras de l'industrie pharmaceutique. J'ai 5 minutes de retard, Monsieur le Président. C'est ma faute. J'ai coincé dans la Monsieur le Président. Mais c'était pour se faire attendre. Ça va, oui, c'est bien. J'embrasse maintenant. Pour se faire désirer, c'est ça que vous voulez dire. Bien. Ça va ? Comment tu vas, Jackie ? Ça va ? Et ce jour-là, Marie-Thérèse Hermange ne va pas être déçue d'avoir fait attendre le président de la mission. Elle, qui rappelle régulièrement que le Sénat n'a pas à faire le procès du Mediator, va assister à un interrogatoire en règle. Face aux responsables de la commission d'autorisation de mise sur le marché de l'AFSAPS, François Autain va revêtir ses habits de procureur. Par exemple. Oui. Alors, il y a une autre question que je voudrais vous poser concernant la participation de l'industrie pharmaceutique, parce que j'ai appris, à ma grande surprise, je savais donc que l'industrie pharmaceutique était représentée en tant que telle à la Commission nationale de pharmacovigilance et à la Commission de la transparence, mais je ne savais pas qu'elle était présente à toutes les commissions d'AMM. Ce qui veut dire que jusque-là, comme vous dites tout à l'heure, jusqu'à ce drame du Mediator, on ne respectait pas la réglementation. Alors, et ça vous posait pas de problème? Moi, personnellement, ça m'en posait un. Ça vous posait un problème? Oui, absolument. Le LEM... on ne vous a pas entendu. Je l'ai dit aux différents directeurs généraux. Et d'ailleurs, je ne vous entends pas bien, d'ailleurs, même là. Oui, je l'ai dit aux différents directeurs généraux. Le LEM est invité, ne fait pas partie de la commission d'AMM, était invité permanent. Invité permanent? Oui. Lorsque... Invité permanent.
Oui. Invité permanent. J'ai compris que c'était le statut. C'était le statut. Mais un statut, mais alors ça reposait sur quoi? Vous savez pas, hein? Donc c'est profondément regrettable. Hein. Je pense que si on veut restaurer la confiance dans la population, il va falloir mettre un terme à ces pratiques. D'ailleurs, Madame la directrice adjointe l'avait bien compris, puisqu'elle a été obligée de vous rappeler à l'ordre, hein, puisque vous n'étiez pas capable, en tant que président de la commission, de faire respecter la réglementation. Et ça, c'est profondément regrettable. J'ai compris que la présence du LEM, de ce qui m'a été expliqué, c'est que ça facilitait, disons, les rapports entre, disons, les comptes rendus de réunion pour expliquer aux industriels plus facilement ce que ils n'auraient pas pu décoder dans nos comptes rendus. Je vous avoue que... Mais et vous avez, cette explication vous a convaincu? Oui. Non, pas vraiment. Monsieur Bergman, vous voulez peut-être apporter... Non, je sens un peu de sous-entendu dans vos questions. Moi, Alors, quels sont ces sous-entendus, monsieur le professeur? Finalement, on est pourri, on est nul, on est mauvais, on est acheté, on est vendu, etc., etc. Je me garderais bien de dire ça. Hein. Simplement, j'observe que vous avez des liens d'intérêt. Les représentants des firmes qui siègent à l'AFSAPS, des experts chargés d'évaluer les médicaments qui ont des conflits d'intérêts avec les laboratoires, ce sont des pratiques assez répandues en France. Ils siègent dans les commissions de l'autorité de sécurité sanitaire et collaborent parfois avec l'industrie pharmaceutique. Une double casquette au cœur des dysfonctionnements du système. Un conflit d'intérêts interdit par exemple en Espagne. Notre Sherlock Holmes se rend à l'AFSAPS espagnole et compare. Ici, dès le premier cas suspect, le Mediator est retiré du marché en 2003, soit 6 ans avant la France. Votre expérience est très importante pour nous et je pense que parmi les propositions que nous ferons au terme de notre enquête, s'inspireront de votre exemple. Hein. En Espagne, on veille à ce que ce ne soient pas les mêmes experts qui donnent leur avis pour le compte de l'État et ceux qui donnent leur avis pour le compte de l'entreprise. Il y a donc une séparation entre les deux. Conclusion de la visite, mettre en place un corps d'État d'experts de santé publique complètement indépendant de l'industrie pharmaceutique et commun à toutes les agences de santé, c'est l'une des propositions concrètes de la mission commune d'information. Trop souvent, on veut plus de données pour être bien sûr que tel et tel problème sont dus aux médicaments. Alors on le laisse sur le marché en attendant des études et pendant ce temps-là, les gens sont exposés aux méfaits du médicament et le nombre de victimes augmente. De nombreux changements sont nécessaires. Peu à peu, pour les sénateurs, la réforme à entreprendre se dessine. Pour inverser la tendance, la mission sénatoriale réaffirme des principes simples mais essentiels. Mais c'est important, hein, mais enfin disons, quand il y a doute, eh bien, contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, le doute doit profiter aux malades et non pas à l'industrie pharmaceutique. Mais ça, c'est une révolution culturelle qui va être très difficile à mettre en œuvre, peut-être pas au niveau des structures, mais au niveau des mentalités. Il est important aujourd'hui de revenir et de renforcer notre système de pharmacovigilance pour qu'il soit avoir une pharmacovigilance qui travaille plus dans l'urgence, qui travaille plus dans la rapidité et qui observe
l'ensemble des signalements. Je veux dire qu'elles viennent d'un simple médecin ou qu'elles viennent d'un praticien hospitalier. Il y a un déséquilibre actuellement, en France et comme partout dans le monde, bien entendu, un déséquilibre. Les firmes pharmaceutiques sont trop puissantes par rapport aux autres acteurs de santé. Elles financent les associations de patients, ou la plupart. Elles financent une bonne partie de la formation et de la formation initiale et continue des professionnels de santé. Elles financent la recherche clinique, elles financent une bonne partie des experts, elles financent une bonne partie des agences du médicament via les frais d'examen des dossiers. Elles sont partout dans le circuit. Tenez, vous vous mettez là-bas, alors ce sera plus court de passer par là. Ça marche. Dès lors, difficile pour les voix divergentes de se faire entendre. Irène Frachon en a fait l'expérience. Il aura fallu plusieurs mois et un livre, Mediator, combien de morts à cette pneumologue brestoise, pour convaincre de la dangerosité de cet anorexigène déguisé en antidiabétique. Un parcours du combattant symptomatique qu'elle est venue raconter à la Haute Assemblée. J'ai voulu venir avec des documents qui montrent les moyens de pression qui peuvent s'exercer pour étouffer ces signaux. Que ce soit des recours de procédures, des procès, des intimidations. Enfin, j'ai essayé de montrer un petit peu l'éventail de ce qui pouvait gêner les personnes qui ont à faire entendre en fait un avis divergent ou une critique. Et ça concerne beaucoup d'acteurs de santé, du consommateur aux autorités de santé. C'est-à-dire que c'est pas en passant par les praticiens de terrain. Donc le découragement à s'exprimer est manifestement a joué un rôle important dans le drame du Mediator. Si on veut jouer à armes égales, il faut savoir entendre les victimes, les Irène Frachon, les marginaux, mais pas seulement les mettre comme des associations qui siégeraient, parce qu'on ne couvrira jamais tous les thèmes. Vraiment avoir un dispositif officiel de prise en compte de ces alertes. Tenir compte des lanceurs d'alerte, ne plus rembourser les médicaments inefficaces, réaffirmer l'indépendance des autorités sanitaires publiques. Au bout de 4 mois d'audition, le temps des réformes est venu. Vous n'avez quand même pas raté la dernière. C'est la dernière ? C'est la dernière. La dernière audition. Oui. 86e. C'est quelque chose. Hein. Oui. C'est fatigant. C'est plutôt stimulé. Oui. C'est revigorant. Oui. Ah bah voilà, c'est très bien. C'est revigorant. Moi j'en ai manqué 3 ou 4. C'est stimulant. À cause de mes voyages. Mais autrement, je suis venue autant que j'ai pu. Oui, oui. Ah mais c'était passionnant. Parce que ça donne la mesure de la tâche à accomplir. Ah, oui, c'est gigantesque. Oui. Il y en a des choses à faire. Oui, oui, oui. Mais y a-t-il une véritable volonté politique de changer un système établi, dominé par l'industrie pharmaceutique? C'est le ministre de la Santé qui vient apporter la réponse lors de cette 86e et dernière audition. Il y a eu 33 ministres qui se sont succédés pendant toutes ces années. Une chose est certaine, c'est que moi j'ai une responsabilité particulière parce que c'est moi qui suis en charge aujourd'hui de ce dossier. Et je sais pertinemment sur ce dossier qu'il ne doit pas y avoir de demi-mesure. Il faut qu'il y ait un avant et un après Mediator. Et comme je suis en charge de ce dossier, c'est à moi d'aller au bout des choses. Je le ferai. Pour l'assister, le ministre dispose des 65 propositions du rapport sénatorial. Les 24 membres de la mission tapent fort. Ils préconisent une réforme ambitieuse, sans concession, et ont l'espoir d'être entendus. Ne pas mettre en pratique un certain nombre de propositions, ce n'est pas assumer des responsabilités. C'est effectivement élaborer de beaux rapports qui vont être sur une étagère, mais ce n'est pas le faire vivre. Est-ce qu'on doit faire vivre ou non le médicament au bénéfice du patient? Moi, je réponds oui, et c'est la raison pour laquelle je suis optimiste, parce que cette affaire, cette crise a troublé tout un chacun. Et je crois qu'il n'est question pour personne de ne pas aller jusqu'au bout de la démarche. Jusqu'à présent, vous savez, tous les rapports que j'ai faits, les propositions ont très rarement été suivies de conséquences. Alors, cette fois-ci, peut-être que ce rapport échappera à la règle, j'en sais rien.
Xavier Bertrand n'a pas attendu les sénateurs et leurs recommandations pour annoncer sa réforme du médicament. Une semaine avant que la mission ne mette un point final à son rapport, le ministre de la Santé détaillait son projet de loi. Il préconise une indépendance accrue des autorités de contrôle sanitaire. Les propositions du Sénat allaient encore plus loin. La mission souhaitait une indépendance totale vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique.